Parler de Daniel Cordier était pour moi une évidence, c'était même un devoir je dirais. Il est mort à l'âge de 100 ans le 20 novembre 2020. Comme l'a dit le président de la République lors de la cérémonie d'hommage, il a dit de Daniel Cordier que sa vie était un roman d'aventure. Il y a vraiment eu 4 grands temps au fil de sa très longue vie. D'abord sa jeunesse jusqu'à sa 20e année, jusqu'en 40 en fait, jusqu'à ce qu'il parte à la guerre. Il y a eu les années de guerre bien évidemment, ensuite il y a eu l'après-guerre et une très longue période où il a été marchand d'art, collectionneur, et la fin de sa vie où il a effectué un travail incroyable d'historien. Donc jusqu'à ses 20 ans, il a été donc il est né à Bordeaux et il faut savoir qu'il a grandi dans une famille profondément anti-républicaine, c'est dingue de dire ça mais c'est la réalité, une famille profondément fasciste. Il a eu une influence très forte par son beau-père. D'ailleurs il prend le nom de son beau-père, Cordier c'est le nom de son beau-père. En juin 40, le 17 juin, il écoute, comme j'imagine beaucoup de Français, le discours du maréchal Pétain et là Cordier il est abasourdi. Je pense pas qu'il y ait un qualificatif qui pourrait vraiment définir l'état dans lequel il était ce jour-là. Pour lui, on pouvait pas cesser le combat, on pouvait pas capituler comme ça, on pouvait pas, c'était pas possible. Donc avec ses camarades, ils sont partis en Angleterre. Il n'était pas au courant au début qu'il partait en Angleterre. Il a rejoint le général de Gaulle. Il ne savait même pas qui était le général de Gaulle, qui était d'ailleurs tout juste promu général. Personne ne connaissait de Gaulle en juin 40. Il n'avait pas entendu donc l'appel du 18 juin. Et il y a une anecdote que j'adore, c'est quand ils se retrouvent, alors tous, mais finalement ils sont pas si nombreux que ça, ils se retrouvent donc les fameux compagnons de la libération dans une très grande salle à Londres. Le général de Gaulle arrive et la première, alors en plus Cordier est devant. Le général qui était immense, qui pour rentrer baisse la tête pour protéger ton képi et puis se redresse quand il est sorti et qui m'a paru tout d'un coup immense. Et de Gaulle arrive face à eux et il leur dit: je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous avez fait votre devoir. Ça, je trouvais que c'était un peu trop. Ils ont chanté la Marseillaise. Cette Marseillaise, ça a été pour Cordier la plus belle Marseillaise de sa vie. Et ce qu'il voulait, Daniel Cordier, il le dit, j'adore quand il parle de ça, il dit: moi je voulais tuer du Boche. Il voulait aller au combat, il voulait faire la guerre au sens premier, au sens primitif. Vraiment, il voulait tuer du nazi. Et ce qui est assez dingue, donc, je le disais au début, Cordier, profondément fasciste dans sa jeunesse, pour l'Action française, pour Maurras. Et d'ailleurs, il le dit à propos de juin 40, il le dit: j'ai choisi la liberté, j'ai choisi de sauver mon pays, et si c'était à refaire, je le referais. En juillet 42, après 2 années passées à s'entraîner, il est parachuté donc en France, il est à Lyon et il rencontre Jean Moulin. Il ne connaît absolument pas son identité. Lui, il est envoyé par Bidault. Lui, il ne savait pas qu'il était le représentant de Gaulle en France. Il a très vite compris que c'était le patron. D'ailleurs, c'est son surnom, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il connaît son pseudonyme, donc à Lyon, qui était Rex. Aux côtés de Jean Moulin, il savait tout faire. De l'intendance, diffuser des messages, réunir les responsables des mouvements de résistance, et parfois ça prenait 2-3 jours. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. Il n'y avait pas internet, enfin vous imaginez, et c'était la guerre. Il a tout appris sur le tas. Vraiment, Cordier c'est ça, c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui a géré sa vie d'une main de maître. Il a d'ailleurs vraiment un secret qu'il doit toujours garder, il ne doit pas dire à personne où lui loge,
Donc il est logé dans une famille, ensuite il va déménager, il ne doit dire à personne où vit Jean Moulin, donc sa véritable identité. Il va l'apprendre quelques mois après la mort de Jean Moulin. Rex fut arrêté le 21 juin 1943 à Caluire et torturé à mort par le Gestapo. Quelques mois plus tard, il revenait de Londres et j'ai revu Pierre Meunier à Paris. J'ai revu Morlaix à Paris. Et il était avec une dame et il m'a présenté. Et puis nous sommes allés déjeuner. Il y avait Champion qui marchait avec cette dame devant nous et nous étions derrière. Et je ne savais pas du tout qui c'était. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qui est cette personne qui déjeune avec nous? Il m'a dit, mais c'est la sœur de Jean. Mais je lui ai dit, mais qui est Jean? Et il s'est arrêté. Il m'a dit, c'est Jean Moulin, c'est ton patron. Et c'est comme ça, j'ai appris tout à fait par hasard le nom de l'homme qui a hanté toute ma vie. Incroyable. Donc il a été son secrétaire particulier pendant quasiment 11 mois, donc de juillet 42 à juin 43. Tous les matins, en tout cas quand Jean Moulin était à Lyon, il devait être chez lui à 7 h dans son appartement. Ils avaient des rituels ensemble et j'aime beaucoup quand Cordier décrit justement l'homme qui était Jean Moulin, avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'écoute. Quand il a été présenté, il était à son bureau et il lui a demandé s'il avait fait bon voyage. Et il lui a demandé s'il était libre ce soir pour dîner. Et alors Cordier, il était vraiment assez stupéfait de se dire qu'il allait, dès le premier soir, dîner avec cet homme qu'il ne connaissait pas, qu'il ne savait pas qui c'était. Et ils ont lié une confiance assez dingue. D'ailleurs, le premier soir, Cordier lui a parlé avec une franchise, avec une certaine naïveté aussi, et Cordier le disait, c'était un gamin, et il lui disait qu'il avait milité pour l'Action française, enfin, ça lui avait posé aucun problème. Et je pense que Jean Moulin a été charmé par Cordier, par son état d'esprit, par sa vivacité, par sa jeunesse, par son tempérament. Et ce premier soir, Cordier est arrivé le premier au restaurant, il s'est assis sur la banquette, et quand Jean Moulin est arrivé, il lui a fait changer de place, sans rien dire, parce qu'il était toujours sur ses gardes. C'était la guerre, et lui c'était le chef de la résistance, donc il savait qu'il était en danger. Cordier le savait aussi. Il a beaucoup dit, il savait qu'il était vraiment... qu'il jouait sa vie tout le temps. Ils n'étaient pas armés, ça c'était fou aussi. Ils n'ont jamais été armés. Le lendemain, il lui a dit je veux que vous soyez mon secrétaire. Et Cordier, il lui a dit mais moi je suis venu travailler pour Bidault. Et Jean Moulin a dit mais je vais arranger ça. Et quand il y a eu la première réunion du Conseil national de la résistance, Conseil de la résistance au démarrage, le 27 mai 43, donc vraiment quelques semaines avant toutes les arrestations en cascade à Lyon, et notamment la dernière à Caluire, c'est Cordier qui faisait le guet. Il n'était pas armé et ça s'est bien passé. Ça s'est passé comme Jean Moulin l'avait prévu. Jean Moulin est sorti le premier de cette réunion et il ne lui a absolument pas dit un mot. Alors que cette réunion, quand on y pense, ça a été des mois et des mois de travail, notamment grâce à Cordier, qui a mis en place tout
tout un tas de choses à travers les différents réseaux de résistance. C'est lui notamment qui s'occupait de transmettre les messages, de réunir les différents chefs par rapport aux différentes branches, combat, libération et franc-tireur. Et voilà, il avait cette responsabilité-là. Je ne sais pas s'il réalisait à l'époque le poids de ses responsabilités finalement. Et quand Moulin était en déplacement, quand il était à Paris, quand il a rencontré De Gaulle, c'est Cordier qui prenait le relais. C'est Cordier, 22 ans, qui prenait le relais. Et Jean Moulin lui faisait confiance. En juin 1943, donc il y a cette réunion à Caluire et Cuire, dans la banlieue lyonnaise, dans la maison du docteur Dugoujon, et il y a tous les responsables de la résistance, quoi. Quand Cordier apprend la nouvelle, la terrible nouvelle, il est à Paris, puisqu'il doit s'activer à monter des bureaux pour le CNR. Il est dans le métro quand il l'apprend, il est abasourdi. Au fond de lui, il espérait qu'il soit vivant. Il attendait tous les trains à Paris pour voir s'il n'allait pas revenir. Ce qui est assez exceptionnel avec Cordier, c'est qu'il est resté en clandestinité extrêmement longtemps. Il s'est fait arrêter après, en 1944, en Espagne, mais il arrive à s'échapper. Jean Moulin lui avait fait une promesse. Il lui avait dit, après la guerre, on ira au Prado, on ira voir Goya, on ira admirer les œuvres, je vous ferai découvrir les musées. Cordier n'y connaissait strictement rien, c'est leur dernier repas. Ouais. Il lui a offert un livre sur l'art contemporain, l'histoire de l'art contemporain. Et Cordier a été extrêmement touché par ce cadeau. Et la peinture, l'art et la peinture, c'était un sujet dont il parlait beaucoup. Moulin adorait parler de cette passion. Et d'ailleurs, il avait ouvert une galerie d'art à Nice, c'était sa couverture. Ça a noué une belle complicité entre eux, le fait de ne pas parler que de la résistance. Des fois, il ne parlait pas de résistance. Et aussi pour éviter de se faire surprendre lors de conversations où Moulin avait dit à Cordier si d'un coup je vous parle de peinture, voilà, c'est normal. Il est allé tout seul au Prado. Et après la guerre, il n'a plus voulu parler. Je pense qu'ils ont été nombreux. Ça a tellement été une période compliquée. Il a été détruit, Cordier, par la mort de Rex, du patron. Et après, il a continué, bien sûr. Mais ça n'a plus jamais été pareil. Il a fait une véritable rupture à partir de 1946. Il est devenu marchand d'art. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Et il a ouvert plusieurs galeries dans le monde. Il a beaucoup voyagé. Il ne pensait pas un jour reparler de la guerre. Jusqu'à ce que dans les années 70, il lise des accusations sur Jean Moulin de la part d'Henri Freinet, qui était le chef du mouvement Combat. Et ça l'a mis hors de lui. Il s'est dit c'est pas possible, je ne peux pas laisser passer ça, je vais rétablir la vérité va éclater au grand jour. Voilà. Donc évidemment, son témoignage, d'accord, mais il lui a fallu des mois, des années de recherche, d'aller mettre son nez dans les archives. Et il a écrit ses mémoires, il a écrit 2 tomes sur Jean Moulin, La République des catacombes et Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon. Aujourd'hui, Daniel Cordier repose au cimetière du Père-Lachaise, c'est là qu'il voulait être. Apparemment, André Malraux aurait laissé une dernière tombe au Mont Valérien, et ce serait pour le dernier compagnon de la Libération. Hubert Germain est le dernier compagnon de la Libération. Il a assisté à l'hommage de Cordier et il a parlé, c'était très fort. C'était très fort et il disait qu'il porte ce poids
le poids de ses 1037 autres compagnons et que c'est... D'ailleurs, je reviens sur l'histoire du Mont Valérien. Cordier ne voulait pas être enterré là-bas, même si c'est un haut lieu de la résistance, mais à son goût, il y faisait trop froid. Il avait un sens de l'humour et une autodérision tout à fait exceptionnelle. C'était un éternel enfant, et d'ailleurs on le voit dans ses interviews, il rigolait, il souriait, il portait en lui le bonheur. D'ailleurs, il l'a dit, il était un homme profondément heureux. Il a toujours voulu, il a toujours fait ce qu'il voulait. Il est parti en 40 parce que c'était sa profonde conviction. Il a toujours suivi, on pourrait dire, son instinct aujourd'hui, et lui, il dit qu'il a été un homme libre. Et c'est ce qui l'a guidé. C'est vraiment cette valeur de liberté qui l'a guidé, toujours avec un courage, une détermination, une humilité incroyable. Cet homme est incroyable. Aussi, il a expliqué dans ses mémoires, donc très tard dans sa vie, qu'il est homosexuel. Et ça, je trouve aussi que c'est vraiment tout à son honneur de l'avoir dit. En 2018, Emmanuel Macron l'a nommé Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction de l'État. J'ai sûrement oublié énormément de choses, bien évidemment. J'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos, notamment des vidéos que je dédierai à Jean Moulin. Je vais finir par une petite anecdote que j'ai découverte lors de la cérémonie d'hommage à Cordier. Vladimir Trouplin, c'est le conservateur au musée de l'Ordre de la Libération. 2016, Cordier a 96 ans. Et Cordier lui avait dit « Mais non, mais là, mon immeuble est en travaux et je vais y arriver. Et l'ascenseur est indisponible pour 6 semaines. » Et il a dit à Vladimir Trouplin « Mais je vais pas pouvoir rester chez moi pendant 6 semaines. » C'est sûr, hein, il n'était pas confiné. Et il a dit « Moi, je vais partir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Découvrir l'origine de l'art. » Et il a fait. L'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la